Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est lundi, on va parler du Giro, de la semaine qui vient de s'écouler et surtout de la dernière semaine qui est à venir, qui sera décisif sur pas mal de plans, sauf pour la victoire finale puisqu'on a bien compris quand même que Jonas Vingegaard est très très bien parti pour remporter cette étape. Donc ce que je vous propose, on débriefe une à une les étapes de la semaine dernière de manière assez rapide. Ensuite, on fait un petit bilan au soir de cette deuxième semaine et puis ensuite on regardera les profils des dernières étapes pour voir ce qu'il y a moyen de faire sur celle-ci. Donc tout d'abord sur les étapes qui sont déjà passées, on a commencé la semaine avec le chrono. Donc le chrono qui était tout plat de 42 km. On a eu une victoire très facile de Philippe Ogana qui a mis quasiment 2 minutes à tout le monde. Troisième place de Rémi Cavagna qui était vraiment très impressionnant, une belle perf. Je l'attendais pas à ce niveau-là pour être honnête, et qui vient chercher le premier vrai résultat de la Groupama FDJ United sur ce Giro, parce qu'ils font vraiment une campagne très compliquée. Et sinon, parmi les favoris, bah, on a eu un homme qui était très fort, c'était Simon Arensman, qui a pris du temps à tout le monde, hein, très clairement. Derek J était plus très loin derrière, donc ça faisait plaisir de voir Derek J reprendre un peu de temps. Et la grande déception, c'était Jonas Vingegaard, qui a fini à 3 minutes de Ghana, qui perd du temps sur Arensman, Derek J, O'Connor. C'est pas là vraiment qu'on l'attendait, même si c'est un chrono tout plat, donc on se disait, il va pas non plus rivaliser avec des Cavagna ou des Ghana. Bon, finalement, même pas avec des Arensman. On l'attendait un peu mieux et ça lui a permis de ne pas reprendre le maillot rose avec cette contre-performance. Enfin, plutôt, je pense qu'il l'aurait pris s'il est possible, mais il a pas pu puisque Eulalio a perdu énormément de temps, comme escompté. Mais finalement, ça lui a suffi pour conserver ce maillot rose. Et sinon, en termes de performance des favoris, Storer était vraiment pas mal. Ça m'a un peu surpris. Alors que Mathis Rondel était à la ramasse. Donc là, ça nous a montré quand même un peu la direction dans laquelle allait se diriger euh, la Tudor pour la deuxième semaine. Ça s'est confirmé sur l'étape de montagne. Et sinon, Pellizzari et Hindley étaient à peu près moyens, quoi, je dirais. Donc ça veut dire que Pellizzari avait un peu récupéré de sa maladie. On sait que Hindley aussi était un peu malade. Il y a eu une maladie qui a circulé dans cette équipe de la Red Bull Bora. Mais bon, a priori, c'était derrière eux à ce moment-là, parce qu'ils ont fait un chrono pas trop mauvais. Bernal, pareil, moyen. Mais donc, étape assez importante pour le classement général, et donc Eulalio qui conserve son maillot rose. Étape 11, c'était l'étape de Cavari, avec une échappée de costaud qui s'est jouée à la victoire. Donc les échappées qui sont sorties dans la difficulté, et finalement, bah, Narvaez était très 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 fort. Euh, il a gagné en maîtrise. C'était très très impressionnant, quoi. Je sais pas pourquoi Mas l'a emmené au sprint. Je trouve que Mas est très lent, même si Philippe Gilbert dit le contraire sur Eurosport, mais bon. À ce moment-là, donc victoire de Narvaez, et il commence à se rapprocher pardon, de Paul Magny au classement pour points. À ce moment-là, on s'attendait pas à ce que ça soit vraiment problématique, mais la suite de la semaine a montré que c'était un véritable danger pour Paul Magny de toute façon, hein. Donc voilà, encore une victoire de Narvaez à Cavari, décidément, la troisième. Très impressionnant à Narvaez, même si UAE n'a plus tous ses leaders. On a quand même Narvaez qui va chercher 3 étapes et Arrieta une, donc très impressionnant. L'étape numéro 12, c'était l'étape de Novi Ligure. Vous vous souvenez, on avait dit ça serait peut-être un sprint. Les plus gros sprinters ne devraient plus passer, les Groenewegen, Milan. Peut-être que certains passeront. Bon, bah finalement, la Movistar a roulé très très fort, comme il l'avait fait d'ailleurs sur la quatrième étape, si je dis pas de bêtises. Et Olar n'a pas gagné, parce que c'est Alex Segart qui est sorti du peloton pour aller chercher la victoire tout seul. C'était déjà un peu le risque, on en avait parlé sur l'étape 4, où la Movistar avait roulé très fort, ils avaient plus de personnel, et Christen était sorti, avait failli réussir à remporter l'étape tout seul en solitaire. Bah là, le problème, c'est que c'était pas Christen qui est sorti, c'est Alex Segart. Et Alex Segart, il est très difficile à reprendre, donc bah voilà. Le peloton n'a pas pu jouer la gagne. Segart a gagné en solitaire, c'était vraiment cool de sa part. Moi, j'ai trouvé que c'était super impressionnant ce qu'il a fait, et ça récompense les attaquants, donc c'était une très bonne chose. Et donc, Aoular ne gagne même pas le sprint du peloton, qui est remporté, je crois, tout Nars, si je dis pas de bêtises. C'est pas une très bonne chose pour Paul Magnier au classement cyclamen, puisqu'il n'est pas dans ce sprint-là non plus. Mais voilà. Étape 13 à Verbania, on s'y attendait un petit peu, hein, franchement, cette étape-là. Avec cette montée qui était difficile à la fin du parcours, on savait pas trop qui allait pouvoir contrôler cette étape-ci et personne ne l'a fait, très clairement. C'est une échappée qui est sortie sur le plat, puisqu'il n'y avait pas de difficulté, donc c'était plutôt une échappée de rouleurs qui s'est formée. Et on avait des gars très très forts comme Bettiol, Niknesund.
etc. Et 3 Groupama FDJ, ce qui était vraiment à noter avec Axel Luens et puis Just Kench notamment. Et je crois que le troisième, je l'ai plus en tête, je vais pas dire de bêtises, Cyril Barth peut-être. Et bon, bah, gros travail de la Groupama FDJ, mais Kench n'était pas le plus fort. Et finalement, c'est Bettiol qui allait s'imposer. Donc encore une victoire pour l'XDS Astana. Après celle de Guillermo Thomas Silva, après celle de Davide Ballerini, Bettiol qui s'impose. Donc trois coureurs différents qui s'imposent pour XDS Astana, qui décidément brille sur ce Tour d'Italie, tout simplement. Étape 14, c'était l'étape de Pila, la grosse étape de montagne. Euh, la Visma avait annoncé dans la presse qu'il voulait gagner l'étape. Bon, voilà. Les échappés, c'était un peu cuit pour eux à partir de ce moment-là. On avait regardé le profil dans cette ligne, qu'il se passerait bien, rien, pardon, avant l'ascension finale. C'est finalement là que la Visma a mis en route au plus fort de la pente. Vingegaard a attaqué à 4-5 km de l'arrivée, il n'a jamais été revu, pardon, et il prend évidemment logiquement le maillot rose à Oulalio, qui est en perte de temps. On s'attendait à ce que Oulalio soit en perte de temps, mais franchement, en perte de vitesse, pardon, mais franchement, Oulalio, là, sur cette étape-là, pas si mauvais. Il limite bien la casse sur cette étape de Pila. Il finit 15e, sachant qu'il y avait quelques échappés qui étaient intercalés. Donc je crois qu'au final, c'est quelque chose comme 12e meilleur homme du classement en général. Et il perd que 2,49 sur Vingegaard, sachant que Félix Gall était à 49 secondes. C'est-à-dire qu'il perd moins de 2 minutes sur tout le monde. Et sachant qu'il avait une belle avance, c'était une super perf d'Eulalia qui conserve la deuxième place du classement général à ce moment-là. Donc c'était très bien joué de sa part. Il a été bien aidé encore une fois par Caruso, hein, qui est un lieutenant de très très haute qualité. Mais donc Eulalia qui limite la casse. Vingegaard était le plus fort, mais Piganzoli l'était aussi très très fort. Euh, Finalement, je crois qu'il finit cinquième. Il a longtemps tenu la route de Félix Gall sur cette étape-ci. Félix Gall qui est décidément le meilleur grimpeur derrière Jonas Vingegaard. Donc c'est 3 arrivées au sommet, 3 fois deuxième derrière Vingegaard. Ça montre clairement qu'en montagne, c'est lui le plus fort. Et surtout, il va chercher à ce moment-là la troisième place du classement général. Donc il devance tout le monde, sauf Eulalio, mais on sait qu'Eulalio en montagne, ça va être compliqué pour la troisième semaine. Donc c'est une bonne opération pour Félix Gall, même s'il a dit à l'arrivée qu'il faisait trop chaud et qu'il n'était pas à l'aise. Il va falloir composer avec la chaleur dans la troisième semaine, ce sera un élément important. Donc on verra comment ça va se goupiller pour Félix Gall. Sinon derrière, bah, on a eu un beau duo de la Red Bull Bora, Pellizzari et Nlé, qui sont tous les deux à peu près revenus en force après leur maladie du week-end. Ils sont allés se jouer le podium. Là, sur cette étape-là, Hindley fait 3, Pellizzari 5. Et bon, ils ont quand même des niveaux qui étaient assez proches sur cette étape-ci, avec à peu près Piganzoli, sauf que Piganzoli, lui, il avait du retard initialement. Donc, tant pis pour lui. On a Rensman qui a lâché un peu de l'est, c'était le meilleur sur le chrono. Mais quand ça monte, c'est un peu plus compliqué, même s'il a quand même fait une belle montée. Tout comme Michael Storer, hein. Michael Storer qui était plutôt bon. Moi, sur le début du Giro, il m'avait pas rassuré. Là, sur la deuxième semaine, entre le chrono et l'ascension de Pila, Storer est franchement solide. Donc, ça en fait clairement le leader de la Tudor, surtout que Mathis Rondel lui a perdu du temps, comme Derek G. Je crois que les deux se sont mis à peu près dans le même tempo. Et puis Ben O'Connor qui a dégringolé quand même sur cette étape-là. À noter aussi, ce qui est intéressant sur cette ascension de Pila, c'est que j'ai trouvé qu'Egan Bernal reprenait du poil de la bête. J'étais le premier à le descendre sur la première semaine, sur le début de la deuxième. Mais là, franchement, sur cette étape-ci, il m'a impressionné, Egan Bernal. Alors certes, il finit que 10e de l'étape. Bon, il devance que Derek G et Mathis Pondel dans les favoris, et Eulalio, mais on n'en parle pas trop. Mais je l'attendais moins bien, Egan Bernal, et j'ai l'impression qu'il est en train de remonter un petit peu la pente. Et ça pourrait être un allié de choix pour Arensman pour la troisième semaine. Sinon, autre élément à noter sur cette étape-ci, c'est que Van der Poel et Ciccone sont allés faire des points pour la montagne, sont pas vraiment rapprochés de Vingegaard parce que lui en a pris 50 au sommet, mais ils sont un peu derrière dans la course, pourquoi pas au maillot bleu. On verra si ça en fait des adversaires crédibles pour Jonas Vingegaard, on en parlera juste après. En tout cas, ils sont allés chercher des points. Malgré le fait que Davisma avait annoncé qu'il voulait l'étape et donc on se doutait que pour l'échapper, ça allait être compliqué. Et puis cette étape 15, l'étape de Milan, qui s'est tenue ce dimanche, avec un circuit final dans Milan. Et bon, bah, que dire, l'étape du Scandale, on va dire. Des échappés qui résistent aux sprinters, 4 échappés. euh, mais les équipes de sprinters étaient trop fatiguées. Finalement, dans ce circuit urbain, les échappés sont allés au bout, ce qui fait plutôt plaisir.
même si en vrai, ça fait pas du tout les affaires de Paul Magnier, cette histoire. Euh, Paul Magnier, parce que lui, il règle le sprint du peloton, il fait cinquième, mais il peut pas aller chercher ni la victoire au sprint intermédiaire, ni à l'arrivée finale. Donc ça veut dire pas de gros points par rapport à Jonathan Narvaez. Et donc même s'il reprend le maillot cyclamen, il est pas super bien positionné à l'amorce de cette troisième semaine. On en reparle juste après. Et puis pour finir sur cette étape 15, bon bah il y a eu des petites comment dire polémiques autour du gel des temps qui s'est fait donc à un tour de l'arrivée à 15 ou 16 km si je dis pas de bêtises. Bon, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ce circuit était plutôt bien tracé dans Milan. On comprend pas trop pourquoi les favoris ont insisté à ce point-là pour geler les temps. Je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où ça montre que peu importe ce qu'ils veulent, les coureurs ont toujours le dessus sur les organisations. Alors c'est très bien, hein, là si c'est pour leur sécurité, mais je trouve que parfois ça manque un peu d'intransigeance du côté des organisateurs et en fait ça leur fait perdre leur crédibilité. C'est-à-dire que les coureurs ne sont jamais remis en question et c'est-à-dire que si on leur refuse jamais rien, ils vont demander toujours plus. Alors évidemment, je suis pas sur un vélo, hein, je suis dans mon canapé. Je suis pas sur ce circuit final de Milan, même s'il a l'air assez safe d'un point de vue extérieur. Peut-être qu'il est pas dans la réalité. Il y a des plaques d'égout, j'en sais rien, ce genre de choses, des nids de poules qui peuvent être dangereux, du mobilier urbain. Mais bon, voilà, petite polémique. J'ai pas trop envie de m'épancher là-dessus. J'ai un avis qui est assez léger, on va dire. Je me mets pas trop tranché là-dessus. Et puis il y a eu la polémique des motos. Encore une fois, les équipes de sprinters ont raté l'occasion. Et puis ont décidé que c'était de la faute des motos qui ont trop tiré l'échappée. Alors oui, c'est pas impossible que les motos aident un peu les échappées, parce que on sait que quand on est derrière une moto, même si c'est très loin, 30 mètres, on est encore un peu dans l'effet d'absorption, d'absorption, qu'est-ce que je dis, pardon, d'aspiration, et donc on gagne un peu de vitesse, on pédale moins pour aller toujours à la même vitesse. Et c'est vrai que ça a pu jouer un petit peu. Après, on sait que c'est le rôle, c'est le jeu, pardon. Sur toutes les échappées, il y a toujours des motos devant. Sur le peloton, parfois, ça marche un peu moins bien parce que les motos ne sont pas toujours positionnées au même endroit, mais il y a aussi des motos. De toute façon, il y a énormément de motos qui sont autour des coureurs dans les courses. Donc, je pense que c'est un peu le jeu. Et là, c'est peut-être comment dire, un moyen de se défausser de la part des équipes des sprinters qui n'ont pas réussi à aller chercher ce sprint massif, qui ont déçu. J'ai vu un Derek J se mettre à la planche pour un Milan qui a même pas fait un sprint final. Voilà. Bon, je pense que les équipes de sprinters ont perdu, l'ont eu un peu mauvaise. Certes, les motos, ça joue un petit peu, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, le bilan de la semaine 2, au classement général, si on regarde ce qui se passe. On a un Jonas Vingegaard qui est premier, bien évidemment. Il y a 2 minutes 26 d'avance sur Afonso Oulalio. De toute façon, Oulalio, il va sauter, hein, très clairement, on en reparlera juste après. Félix Gall est à 2,50, donc pas très loin derrière Oulalio. À peu près dans le même temps que Tim Arensman qui est juste derrière. Un peu plus loin, à 3,43, on a Jane Day qui a 40 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari. Septième, on a Storer qui finalement n'est pas très loin derrière Pellizzari lui aussi. Ben O'Connor huitième à 5,22, mais bon, Ben O'Connor il semble être sur la pente descendante malheureusement. Derek Jean neuvième à 5,41 et Piganzoli dixième à 6,13. Je rajoute juste rapidement les temps de Rondel qui est onzième à 6,58. Puis Egan Bernal qui est douzième à 7,30. Donc voilà pour le classement général. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, bah, très clairement, Vingegaard, il a un bon matelas. Rien ne lui est arrivé. On va pas faire tout le suspense. Félix Gall, lui, il est bien placé pour la deuxième place. Surtout qu'il semble le plus fort en montagne, hein. Très clairement, quand ça monte, j'en parlais juste avant, il y a eu ce 3 sur 3 sur les étapes d'arrivée au sommet, où il était toujours le meilleur grimpeur derrière Vingegaard. Donc, bon, a priori, tout roule pour lui. Même si, attention, il y a quand même une troisième semaine où les certitudes de la première et la deuxième sont pas toujours conservées. C'est très dur. Il y a beaucoup d'étapes très difficiles, donc il y a moyen d'aller le chercher, ce Félix Gall, notamment les étapes dans les Dolomites où on a beaucoup de descentes. Même, je pense à la dernière étape à Pian Candalo. On peut aller le titiller dans les descentes. On sait que c'est vraiment pas son point fort à Félix Gall. Donc, certes, il est bien placé pour l'instant. C'est le plus fort en montagne. Il a une très bonne équipe. Ça, c'est aussi très important. Ceci dit, c'est pas encore totalement joué pour cette deuxième place. Rensman est pour l'instant en pole pour aller chercher la troisième place au classement général. Parce que je le disais, Aolalio va sûrement dégringoler. Mais le problème d'Arensman, c'est qu'ils sont moins forts en montagne que deux hommes qui sont dans une même équipe. C'est la Red Bull Bora Hansgrohe avec
avec Pellizzari Jane. Et moi, j'ai quand même l'impression que les Red Bull Bora, ils vont aller le croquer, Arensman. Ceci dit, il y a quand même, je pense même que les deux peuvent peut-être lui passer devant. On a quand même Bernal qui est en train de revenir un peu pas mal en termes de forme, qui peut se mettre à la planche pour Arensman. Donc c'est toujours bien d'avoir un Egan Bernal en coéquipier pour Timo Arensman. Donc ça pourrait peut-être l'aider un petit peu. Mais ça va être compliqué pour Arensman quand même de se maintenir sur un podium. Et Storer, ensuite, lui, il est septième actuellement. Je pense qu'il va revenir assez facilement sur Eulalia, donc on peut dire qu'il est plutôt favori pour la sixième place, parce que je le vois pas aller chercher les gars qui sont devant lui. Peut-être Arensman s'il y a une grosse défaillance, mais je pense que Storer ne sera pas capable d'aller chercher Gall, et pas non plus les deux Red Bull. Donc je le mets sixième à peu près, Storer. Et en plus, il pourrait peut-être avoir le soutien de Mathis Rondel. Peut-être que ce soir, dans le briefing de la Tudor, ça sera bon, maintenant, Mathis, t'as fait tes 2 semaines à fond. Il est temps de penser un peu plus au collectif et d'aller chercher d'être comment dire, une bonne aide pour Storer. Après, franchement, moi, j'ai du mal à voir Storer aller chercher mieux. Est-ce qu'il a vraiment besoin que Mathis Rondel se mette à plat ventre pour lui? J'en suis pas certain, et peut-être qu'on voudra aller faire jouer un fond de top 10 à Mathis Rondel, donc c'est pas impossible qu'on le préserve non plus. Parce que Rondel, il est 11e pour l'instant. Devant lui, il y a Afonso Lelio, qui est pour l'instant bien positionné, qui a encore beaucoup d'avance sur Mathis Rondel, mais il y a encore beaucoup d'étapes de montagne qui arrivent. Et je pense qu'à un moment où Lelio va craquer, donc il y aura peut-être une ouverture pour Rondel pour aller chercher un top 10. Il faudra pas se faire doubler par Bernal non plus, ce qui n'est pas non plus totalement gagné. Donc voilà pour Rondel. Et franchement, Eolalio, il a bien résisté jusqu'ici. Je pense qu'il sera pas loin de faire top 10. Et je peux pas vous dire avec certitude s'il y sera ou s'il y sera pas. Là, si on regarde, il a combien de temps d'avance sur Mathis Rondel? Mathis Rondel, il a 6,58 et Eulalio, il est à 2,26. Donc, ce qui veut dire que Eulalio a 4 minutes 30 d'avance sur Mathis Rondel. On n'est pas à l'abri que Rondel, il explose dans les étapes de montagne non plus. On n'est pas à l'abri que Egan Bernal, il explose aussi. Il y a un Chris Harper qui a 8 minutes. Moi, je pense que Eulalio peut prendre cher sur une étape, mais il a quand même Caruso qui l'aide beaucoup. Et les autres sont pas non plus super fiables, on va dire, dans le fond du top 10. Donc ça peut jouer, franchement. Moi, je pense qu'il sera derrière Derek G, derrière Piganzoli. Peut-être que Ben O'Connor va complètement exploser, on verra. Mais je pense qu'il peut pas faire mieux que huitième et Olanio. Il peut jouer le top 10, et peut-être qu'il sera 11e, et ça serait terrible pour lui, 11e ou 12, mais on verra comment il sera capable de résister dans les dernières étapes de montagne. Et puis après, il y a la question quand même de Piganzoli. Qu'est-ce qu'on fait de Piganzoli? Il est 10e au classement général. Il est très fort en montagne, hein, clairement. Je pense qu'il est dans le top 5 des meilleurs grimpeurs sur ce Tour d'Italie. Il est un peu loin au classement général, quand même, actuellement 10e, à 6,13. Commence à avoir 3 minutes de retard sur Arensman, un peu plus de 3 minutes sur Gall, un peu moins de 3 minutes sur Jane Day. Franchement, je sais pas trop ce qu'il peut aller chercher Piganzoli, parce qu'à mon avis, il peut être à peu près relevé de ses fonctions du côté de la Visma. On a déjà gagné 3 étapes, on voudra peut-être aller en chercher une quatrième ou peut-être une cinquième, mais je pense pas plus que 4. Euh, Vingegaard, il est très grand, il y a du Sepkus qui est encore là derrière. On a vu un Campenard extrêmement solide. Donc je pense que on n'a pas forcément besoin de David Piganzoli. On va peut-être lui faire la fleur de lui dire tu peux jouer ton classement général. Moi je le vois quand même pas trop aller chercher mieux qu'un top 6, top 7, parce qu'il a déjà pas mal de retard. On verra comment ça va se goupiller pour lui. Ça dépendra vraiment de la liberté qu'il aura. On peut se demander aussi s'il peut pas aller jouer le maillot blanc, mais moi je pense que le maillot blanc, il est clairement acté pour Giulio Pellizzari. Pellizzari, il a eu un petit passage à vide là sur la fin de première semaine parce qu'il était malade. Je pense que là, il va revenir dans le top 3 des meilleurs grimpeurs derrière Félix Gall, à peu près au coude à coude, pardon, avec Jane Lee. Donc je pense que Pellizzari, très clairement, immense favori pour le maillot blanc. Euh, sur les autres classements, le maillot Azzurro, il y a encore une très très grande marge d'avance pour Vingegaard, qui est lui à 161 points. Derrière, on a Jardy Christian Van Der Lee qui est à 77 et Giulio Ciccone à 75. Faut peut-être mentionner vite fait Ainer Rubio à 53, mais bon, je pense qu'il est trop loin. Et je pense que les autres sont trop loin aussi.
À mon avis, la Visma va vouloir aller chercher une quatrième victoire d'étape pour Vingegaard. Donc ça veut dire encore des points à aller chercher au sommet pour accroître son avance. Les autres vont devoir cravacher. Il n'y a pas tant d'étapes de points pardon, qui sont distribuées dans les étapes qui arrivent. Faudrait faire une radia sur l'étape qui est dans les Dolomites, aller chercher une victoire d'étape. Ça me semble un peu compliqué, surtout pour Van der Leegte qui semble trop faible. Il y a que Ciccone qui peut vraiment aller contester le maillot, hein. Je pense finalement à Vingegaard, peut-être même que Rubio est mieux placé que Van der Leegte pour aller chercher ce maillot, mais je pense pas qu'il ira le chercher. Maintenant, est-ce que Ciccone préférera se concentrer sur les victoires d'étape? On rappelle qu'il n'y en a toujours pas. La Lead Trek n'en a toujours pas, tout simplement. Ou est-ce qu'il va essayer d'aller chercher le maillot Azzurro? Les deux sont pas forcément incompatibles, mais je pense qu'il va falloir faire un choix. Sinon, on va se retrouver Fanny, comme celle qui est actuellement pour Ciccone. Il a porté le maillot rose, hein, quand même, c'est cool pour lui. Mais il s'est laissé décrocher pour aller, du classement général, spécifiquement pour aller chercher une victoire d'étape. À un moment, on l'a vu snober les points du maillot Azzurro. Je pense qu'on peut se perdre un peu à courir après trop de lièvres. Donc moi, si j'étais Ciccone, je me concentrerais uniquement sur une victoire d'étape et peut-être qu'il jouera un peu le maillot Azzurro. Sinon, ce qui nous intéresse, le maillot cyclamen, qui est très serré, et le maillot cyclamen qui va se jouer à pas grand-chose parce que le leader n'aura pas beaucoup de points, hein, tout simplement. L'an dernier, il y avait eu beaucoup plus de sprints massifs. Là, cette année, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un seul vrai sprint massif, c'est la troisième étape. Parce qu'il y a beaucoup d'échappés qui vont chercher des victoires. Les sprinters, il y avait quelques occasions sur le papier, il y en a certaines qui ont sauté, notamment parce que la Movistar a voulu rouler souvent, notamment parce qu'il y a eu ce sprint à Naples qui a été anti, en- entaché, entiché, j'en sais rien, j'ai pas le mot, par cette chute dans le dernier virage qui a offert la victoire à Ballerini, qui n'est pas un vrai sprinter. Aussi parce que il y a eu cette étape à Milan qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher. Aussi parce que le premier sprint massif de l'étape numéro 1, ça n'a pas été un vrai sprint massif puisque la moitié des sprinters a été bloquée dans la chute. Bah, décidément, en fait, il y a eu que 2 victoires pour des vrais sprinters. Et en fait, c'était un seul vrai sprinter, c'était Paul Magny. Étape 1 et 3 depuis. L'étape de Ballerini, on peut pas dire que c'est vraiment un sprinter. L'étape remportée par Narvaez au sprint devant les autres, à l'étape 4, c'était pas non plus une étape de sprint, donc les sprinters sont fannis. Et on le verra en regardant les cartes des prochaines étapes. Il n'y a que l'étape à Rome. Donc on aura peut-être que 2 vrais sprints massifs sur cette édition de Giro. Et donc, bah, les sprinters, ils sont complètement fannis. Et ça rejoint la question du classement cyclamen, qui est pour moi l'un des thrillers de cette fin de Giro. Pour l'instant, Paul Magny, il est devant. On le rappelle, 145 points. Narvaez en a 131. Et on en parlera sur le profil des étapes à venir. Je suis pas sûr que Paul Magny puisse aller chercher beaucoup de points, si ce n'est sur la dernière étape. Même, c'est peut-être possible que Paul Magny prenne 0 points pendant les 5 premières étapes de la semaine et qu'il en prenne qu'à Rome. Peut-être qu'à Rome, ça sera déjà trop tard pour aller chercher ce classement. Donc, ça va être vraiment très serré. Moi, je mets quand même un avantage pour Narvaez, parce qu'il est très fort avec le profil lui aussi d'avantage en troisième semaine. Après, attention, Narvaez, il va avoir une pancarte immense. Il a déjà gagné 3 étapes. Autant les sprints intermédiaires, on va pas lui contester. Autant les victoires d'étape, ça sera compliqué. Déjà parce qu'il faudra qu'il soit dans l'échappée. Sûr qu'on le laisse, hein, surtout du côté de la Soudal Quick-Step. Et ensuite, parce que dès qu'il sera devant, tout le monde va le marquer. Et même s'il est très très fort, parfois ça suffit pas. Donc bref, on en reparlera. Moi, je mets quand même Narvaez légèrement favori, notamment parce que cette étape à Milan consacre un sprinter, et que Paul Magny n'a pas pris beaucoup de points, et surtout parce que le profil de la dernière semaine lui sied davantage qu'à Paul Magny. Et c'est pour ça qu'on va parler de la troisième semaine. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on balaye rapidement les profils des étapes, et ensuite on essaie d'imaginer pardon, ce qu'on peut voir comme résultat sur chacune de ces étapes-là. Étape 16, étape de mardi donc. Première étape de montagne, encore une fois. Étape 100% suisse, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on part de Suisse, on arrive en Suisse avec un circuit qui passe par 2 ascensions. Donc c'est une étape de 113 km. 113 km. Elle dure 113 km. Donc pas une étape de 113 km. On pense que c'est de 213. Non, c'est 113 km pour cette étape-ci. Donc étape très courte, une arrivée au sommet.
Et entre deux, on a un petit circuit là, où on va chercher deux ascensions, Torre et Leon Kika, qui sont quand même un peu dures. Pas très longues, mais un peu dures. Et donc, je pense que c'est une étape peut-être plutôt pour les favoris, parce que vu qu'elle fait 113 kilomètres et que l'échappée ne va pas partir avant les 30 premières bornes, il restera 70 bornes à contrôler avant l'arrivée finale. Et ensuite, Vingegaard va reprendre beaucoup de temps. Donc, peut-être étape pour les favoris. On verra comment va décider de la jouer la Visma. Je pense pas qu'à ce cran-ci, pour l'instant, la Red Bull Bora lance quelque chose. Peut-être que du côté de la Décathlon, on essaiera de jouer un truc. Parce qu'on sait que sur cette étape-ci, il n'y a pas de descente. Donc, ça peut être l'occasion pour Félix Gall de reprendre du temps encore à ses adversaires sans être mis en danger. Mais sinon, je pense que la bagarre pour l'échappée, elle va durer jusqu'à la première ascension. Donc, on a 30 bornes à peu près plates. Ensuite, on a un enchaînement de deux fois Torre puis Leontica. Torre, c'est 4,7 km à 5,5%. C'est pas très dur, pas très long. Ensuite, par contre, on a Leontica qui fait 3 km à plus de 8%. Là, c'est dur. Et là, des vrais grimpeurs peuvent sortir. Ensuite, on redescend, on réenchaîne Torre et Leontica. Le sprint intermédiaire après, euh, qui est assez loin quand même dans l'étape. Et ensuite, on arrive un peu de vallée pour aller chercher l'ascension finale de Cari. Euh, Comment est-ce qu'on va gérer la chose côté UAE? C'est une question assez importante pour le scénario de cette étape-ci. Parce que soit on essaie de glisser Jonathan Narvaez dans l'échappée, soit on contrôle et on roule dans les bosses du circuit pour écrémer à mort le peloton, virer Paul Magnier et puis faire le sprint intermédiaire où on fait gagner Narvaez. C'est une possibilité. Je pense que le plus simple, c'est d'essayer de le mettre dans l'échappée. Mais du côté de la Soudal Quick-Step, on va tout faire pour qu'il y soit pas. Après, Magnier sera lâché, hein, je pense, dans ses ascensions, notamment Leontica, c'est 3 km à 8%. Si ça roule un peu vite, Paul Magnier va exploser comme un popcorn. Donc, je pense que dans tous les cas, Paul Magnier sera pas là. Donc on verra comment on joue du côté de la UAE pour mettre Narvaez dans les points, mais voilà, ça sera un gros enjeu du début d'étape. On verra si l'échappée peut sortir. Je pense que ce serait plutôt une échappée de grimpeur, parce que ça peut sortir sur les 20-25 premiers kilomètres qui sont plats, mais si Visma a pas annoncé qu'il voulait chercher la victoire d'étape, les grimpeurs ils vont clairement sortir soit dans Torre, soit dans Leontica, et je pense que j'irai du coup plutôt une échappée de grimpeur, on va pas se mentir. L'échappée finale, la montée finale, pardon, c'est 11,6 km à 8%, donc ça rigole pas. 8% de moyenne, ça commence à être une vraie montée difficile. En plus, on a des passages qui sont parfois à des kilomètres à plus de 9% de moyenne. C'est difficile. Et donc, on se pose la question de qui va prendre la course en main. Peut-être la Visma pour la victoire d'étape. Franchement, l'étape, elle est trop longue à contrôler. On a vu la forme de Timo Kilic, etc., là, de Rex. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je pense que c'est Kilic et Rex qui sont les équipiers sur le plat pour la Groupama. Timo Kilic, ouais, et Team Rex. Clement, pas trop mauvais non plus. Et ensuite, on a du Campenart, faire les ascensions, du Sepkus, même du Piganzoli, si on a besoin. Je pense que la Visma a clairement les moyens d'aller chercher cette étape-ci. Est-ce qu'ils voudront le faire? Ça, c'est pas certain. Euh, je pense que la Red Bull Bora, elle va devoir attaquer ses concurrents un moment. Donc elle peut rouler aussi, même si c'est peut-être pas l'étape qui est la plus avantageuse pour eux. Et par contre, je pense vraiment que la Decathlon, elle a intérêt à rouler, euh, quitte à condamner l'échappée, euh, parce que c'est le moyen là de vraiment faire prendre du temps à nouveau pour Félix Gall à ses adversaires, parce qu'il n'y a pas de descente, donc on peut pas le mettre en danger. On a une grosse équipe du côté de la Decathlon, notamment Mühlberger, qui est vraiment super impressionnant. Donc je pense que du côté de la Decathlon, on a intérêt à rouler pour faire deux, parce que clairement, on n'arrivera pas à taper Vingegaard sur cette étape-ci. Mais il y a moyen de creuser un peu sur les autres favoris au classement général avant les étapes un peu plus désavantageuses pour Félix Gall. Sinon, s'il y a une échappée qui sort, bon bah il y aura pas trop de surprises, hein, ça sera plutôt une échappée de grimpeurs. Ce que je disais, là, il y a la deuxième catégorie qui est Leontica qui est 3 km à plus de 8% de moyenne. Ça va faire mal. Et donc ça sera très clairement les grimpeurs qu'on a déjà vus, qui sont en forme sur cette fin de Giro, qui sont plus dans le classement général. Donc je pense à du Wout Poels, du Jan Hirt, Giulio Ciccone, Garofoli, Vlasov, Chris Harper ou De La Cruz pour l'équipe Pinarello Q36.5, pourquoi pas Arieta. Et puis du côté de la Movistar aussi, on a un bon trio là qui marche bien en ce moment, Rubio, Mas et pourquoi pas Lorenzo Milesi.
Donc je pense que c'est ce genre de mec qu'on peut attendre dans l'échappée, si jamais c'est scénario échappé. Mais franchement, ça dépendra de la Visma et de la Decathlon, à mon avis. Donc voilà pour l'étape 16, qui est intéressante pour le classement général et aussi des enjeux pour le classement cyclamen. Étape 17, on n'est plus du tout sur la même distance, on est sur 202 km, donc quasiment le double de la veille, et un peu plus de dénivelé positif, parce que l'étape est longue avec pas mal d'ascensions. On est sur 3200 mètres de dénivelé positif, mais il n'y a pas de très très grosse montée. Donc si on regarde le profil, on a 55 km tout plat, ensuite un col de troisième cat, qui se enchaîne avec un autre col de troisième catégorie. On a de la vallée, un sprint intermédiaire au sommet d'une bosse, compliqué pour le manier bien entendu. Et puis ensuite dans le final, ça va monter, descendre, mais ça sera jamais très difficile, jusqu'à une ascension finale qui est pas répertoriée, mais qui va être très décisive pour aller chercher la victoire d'étape, parce qu'elle arrive à un peu plus d'un kilomètre du sommet. Et juste avant, on aura un troisième catégorie à 11 km de l'arrivée qui lui sera pas très difficile, qui permettra peut-être pas de faire des décisions. Ensuite, on a une descente. Là, la descente, elle peut peut-être faire la décision finale, parce qu'on a des coureurs qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Et donc cette rampe finale, là, c'est à peu près 2 km à 6%, 6% et demi. Et après, on a 1 kilomètre de plat pour arriver jusqu'à l'arrivée. Et donc, très clairement, ça sera une grosse bataille pour aller chercher l'échappée, parce que personne ne pourra contrôler cette étape-ci. On a 55 bornes plates. Je suis pas sûr que ça sorte pendant les 55 premières bornes. Et ensuite, on a cette troisième catégorie qui pourra permettre à des grimpeurs punchers d'aller chercher l'échappée. Et donc, bah, bien évidemment, on pense à Narvaez, hein, sur ce profil-là. C'est taillé pour lui. C'est le meilleur sur ce profil-là, hein, sur ce Giro très clairement. On verra, par contre, s'il n'aura pas trop la pancarte. Ça sera un peu compliqué à gérer, mais je pense qu'il sera devant dans l'échappée. Il sera lancé par un Mikkel Bjerg, pas par un Arieta, peut-être même un Yann Christen, même si Yann Christen, je l'ai pas trop vu sur ces deuxièmes semaines du Giro. Je sais pas dans quel état de forme il est. Il y a des points importants vraiment à chercher au sprint intermédiaire et à l'arrivée. Il faudra scorer pour Narvaez sur cette étape-ci. Après, sinon, dans les autres coureurs que j'attends, bah, c'est des coureurs qu'on a déjà vus, hein. De toute façon, troisième semaine de Grand Tour, c'est pas sorcier, c'est des coureurs qui sont en forme. Donc moi, je pense à du Michael Valgren sur ce profil-là. Pourquoi pas Toomart, même si c'est peut-être un peu trop dur. Peut-être lui, il est sur l'étape du lendemain. Lorenzo Milesi, bien entendu. Peut-être Alessandro Pinarello, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, mais c'est un profil qui peut bien lui convenir. Euh, je vois pas mal de coureurs de la Soudal Quick-Step bien sur cette étape-ci. Je pense à du Steven notamment. On a vu très fort, du Garofoli. Et pourquoi pas Raccani Noviero, qui m'a fait une bonne impression sur ce début de Giro. On verra comment ils vont aussi se comporter par rapport à la UAE. Est-ce qu'ils vont faire la chasse à Narvaez? C'est pas impossible non plus. On a du Warren Barguil, je pense qu'il peut briller sur cette étape-ci. Du Nick Nessoud, bien évidemment. C'est une étape pour lui. C'est une étape aussi pour la Astana, hein, très clairement. Bettiol, gros nom sur cette étape-ci. Pourquoi pas Guillermo Thomas Silva ou Diego Ulissi. Peut-être du Florian Stork, qui peut aussi briller là-dessus. Euh, Pourquoi pas Ghana et Turner, mais je suis pas sûr qu'ils aient un billet de sortie du côté du classement général pour un semaine. Mais s'ils peuvent jouer leur carte, ça peut peut-être briller un peu là-dessus. Et pourquoi pas un Giulio Ciccone qui attaque. On verra. Mais il a déjà beaucoup donné, Giulio Ciccone, peut-être qu'il voudra un peu préserver ses forces pour les étapes qui lui conviennent le mieux. Sinon, du côté des favoris, je pense que il y a tellement d'étapes difficiles sur cette fin de Giro que là-dessus, franchement, statu quo sans trop de problème. Étape 18, étape de Pieve di Soligo. Encore une fois, comme la veille, étape très indécise. Là, franchement, il peut se passer beaucoup de choses. Ça sera peut-être, et ça serait dommage de dire ça, mais c'est peut-être l'étape la plus intéressante de la semaine, même s'il y a des étapes de montagne énormes. Mais là, c'est une étape plate, à peu près, je dis bien, parce qu'on a 20 bornes de tout plat, et ensuite on a des bosses non répertoriées qui vont faire mal à Paul Magnier, qui vont permettre à une échappée de sortir. Ensuite, on a un sprint intermédiaire, mais un peu juste après une montée. Donc, il y a moyen d'aller le chercher quand même pour Paul Magnier, mais ça sera pas si évident non plus. Et ensuite, le gros point majeur de cette équipe-ci, c'est que à 10 bornes de l'arrivée, un peu plus, on a un mur qui s'appelle Muro del Poggio, qui fait 1 kilomètre à plus de 11% de moyenne. Donc, bah là, très clairement, ça condamne toutes les chances des sprinters. Et c'est pour ça que les équipes de sprinters vont pas rouler sur cette étape-ci. Maintenant,
puisqu'on sait que les sprinteurs vont pas rouler, bah, comment on gère cette course-là? Qui va aller chercher cette victoire d'étape? On a un départ là qui est un peu musclé, je le disais, il y a des répétitions là au bout de 20 kilomètres de plat qui vont permettre à des costauds de sortir. Et je suis même pas sûr que ça soit sorti à ce moment-là parce que vu que l'étape est accessible, mais ne sera pas contrôlée par aucune grosse équipe, et ben je pense que tout le monde voudra être dans l'échappée. Et là, ça va être une bagarre immense pour pouvoir sortir. Et c'est une fin de grand tour. Les équipes sont diminuées, les organismes sont fatigués. On a de la grosse montagne les jours d'après, donc je pense que c'est impossible de contrôler. Donc on va essayer pour toutes les équipes de mettre quelqu'un dans l'échappée, donc ça va être une grosse, grosse, grosse bagarre. Alors je pense que la Soudal peut essayer de contrôler qu'une grosse échappée partie dans les difficultés du début. Notamment, pas une échappée avec le Jonathan Narvaez. Le problème, c'est que si ça contrôle trop, peut-être que Magny est lâché. On verra. Donc il faudra qu'il tienne vraiment sur cette étape-ci. Si ça tient à ce moment-là, on peut à peu près contrôler pour l'emmener au sprint intermédiaire, ou le mettre dans l'échappée pour le sprint intermédiaire, où là il peut aller chercher des beaux points. Donc s'il y a Narvaez dans l'échappée, Narvaez prendra aussi des points. Bon, ça ne pourra pas faire des grosses différences. Et ensuite, après, il y a ce mur final, et je pense franchement que Paul Magnier, que ça soit si son équipe contrôle la course ou s'il est dans l'échappée, il passera pas. Clairement, là, sur ce Muro Del Poggio, je pense que Paul Magnier passera pas, et donc ça sera compliqué pour lui. Et on verra comment ça va se faire. Il y a peut-être une seule euh, équipe qui est capable de contrôler là-dessus, qui a le personnel pour, c'est la Movistar. Mais je pense que la Movistar, ils vont pas rouler pour se faire piéger une troisième fois. Ça leur arrive tout le temps. La Howlar, laisse tomber, quoi. On va plutôt mettre les gars dans l'échappée. Euh, donc on verra si Manuel est capable d'être dans cette échappée. On verra si la Soudal veut contrôler pour lui. S'il est capable d'aller chercher des points du sprint intermédiaire, parce que c'est pas tout plat non plus, donc il sera pas capable d'aller chercher. Et moi je pense que c'est vraiment une échappée de mec très très solide qui va se former pardon, sur le plat, dans les petites bosses. Et donc ça sera à peu près le même profil d'échappée que l'étape qui est remportée par Bettiol, hein. Et donc c'est à peu près des profils comme ceux qu'on a vus la veille. Steven, Toonart, Michael Valgren, Bettiol, Jack Nelson, tout ça là. Ça va retourner dans cette échappée ci je pense. Et il y a ce mur final qui permettra de faire la décision. Et ça peut être potentiellement une étape très cool là-dessus. Le lendemain, étape 19, donc ça c'est l'étape de vendredi, l'énorme étape dans les Dolomites. Euh, 151 km, 4800 mètres de dénivelé positif. Sachant que les 40 premiers kilomètres sont plats, ça veut dire qu'on a 110 km avec 4900 mètres de dénivelé positif, ça va être horrible. Euh, on va regarder le profil, donc je disais 40 km à peu près plat. Ensuite, Passo d'Uran, 12 km à 8% de moyenne. C'est l'enfer, surtout que les deux derniers kilomètres sont les moins durs. Donc je pense qu'on a les 10 premiers kilomètres, presque 10% de moyenne, 9-10% de moyenne. C'est très très dur. On arrive au sommet du Passo d'Uran, on descend, boum, classement, on continue pardon, juste après l'ascension suivante, qui s'appelle Koi, je le dis mal, peu importe. 6 km à 9%. Et donc on réenchaîne sur du très 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 compliqué. On arrive au sommet, on bascule 2 kilomètres, même pas 1 kilomètre de descente, et ensuite on remonte, sprint intermédiaire dans le col. Bon, autant dire que là, Paul Meunier est complètement aux fraises. Peut-être que Narvaez sera capable, mais je pense même que c'est trop dur pour Narvaez à cet endroit-là. Et donc là, on a un col un peu moins dur. 6 kilomètres à presque 7% de moyenne. Là, c'est le moment où on souffle un peu, parce qu'après, descente, et en même pas 10 kilomètres de descente, au plat descendant, on arrive au pied du Passo Dio. Passo Dio, qui est souvent traversé par le Giro, près de 10 kilomètres à plus de 9% de moyenne. Bref, c'est l'enfer encore une fois, ce Passo Dio. Si vous regardez le profil sur Pro Cycling Stats, c'est du noir quasiment partout, c'est-à-dire que c'est à plus de 9% de moyenne, quasiment tout du long, sauf de rares passages qui sont un peu en dessous de 9%. Donc c'est très très dur. Et là, on est à 50 bornes de l'arrivée. Et là, je ne comprends pas le tracé, puisqu'après, on redescend. On a une ascension de deuxième catégorie qui est pas dure. 10 km à 5% de moyenne. Un long faux plat descendant. Et on arrive pour les 5 derniers kilomètres qui sont en ascension à près de 10% de moyenne. C'est très très dur l'arrivée aussi. Cani di Pezze, 5%, 5 km pendant 9,7%. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de vallées après le Passo Gio.
C'est pas de la vallée, hein, c'est du faux plat montant, puis du faux plat descendant. Et en gros, on a après la descente du Passo Dio, on va dire, 40 bornes. On sait pas trop, c'est pas vraiment pour les grimpeurs, c'est pas pour les descendeurs. Il faut des équipiers, quoi. Ça, faut que ça déboîte. Et j'ai peur que ça annihile un peu tous les mouvements de course parce que le deuxième tiers de l'étape est complètement fou en termes de difficulté. Et le troisième tiers laisse un peu à désirer. Je sais pas trop quoi en penser. Donc, après le sommet du duo, qu'est-ce qui se passe? Je passe au duo. Dans cette transition, je pense qu'il faut des équipiers parce que soit on a une échappée qui sort en amont, ça c'est pas sûr, hein, parce qu'on est dans une fin de grand tour. Peut-être que les leaders roulent à fond, mais si on a une échappée, on peut mettre des mecs devant. Au cas où on peut les rattraper. Les échappées peuvent prendre du temps dans les ascensions, peuvent peut-être aller jouer la victoire d'étape. On peut récupérer des pions si on en a placé à l'avant. Il peut se passer un truc. Si c'est pas le cas, bah peut-être que ça contrôle pendant les portions difficiles et ça se joue dans les 5 derniers kilomètres. J'en ai très peur. J'ai très peur que ça se neutralise à cause de cette phase un peu de transition avant l'ascension finale. En revanche, si vous êtes un coureur qui est lâché avant le sommet du Gio, tu passes au Gio, bon bah là vous êtes irrémédiablement lâché. Et ensuite après, bah pour revenir, sachant que devant ça devrait dépoter dans les phases de transition. Mais des gros guillemets sur transition, qu'on se comprenne. Là, à mon avis, pour revenir, c'est quasiment mission impossible et on va perdre trop d'énergie pour essayer de revenir. Maintenant se pose ici la question de est-ce que Vingegaard voudra l'étape ou est-ce qu'on va la jouer un peu plus politique? Du côté de la en n'allant pas chercher toutes les étapes de montagne, en la laissant aux échapper, en se préservant un petit peu pour le Tour de France. Je sais pas trop, franchement. La a vraiment un poids assez important sur la décision de cette étape-ci. Euh, Moi, je pense qu'il faut mettre à mal Félix Gall dans les descentes qui s'enchaînent, très, très clairement. Et c'est pas facile, parce qu'il a une équipe forte. On a du Scottson, pardon, qui est pas mauvais quand ça monte, on va pas se mentir. On a du Johannes Tomité qui est pas trop mauvais, mais surtout on a un Gregor Moulberger dans une forme exceptionnelle, qui lui est quasiment dans le top 10 des meilleurs grimpeurs là, sur l'ascension de Pila. Donc lui, ça sera compliqué de le distancer, et je pense que Félix Gall, il aura toujours un équipier à côté de lui pour rouler, pour le ramener dans le groupe. Donc, ce sera pas si facile de mettre Félix Gall à l'amende, notamment dans ces descentes-là. Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'anticiper sur cette étape-ci en envoyant le deuxième leader au général d'une équipe à l'avant? Alors, est-ce qu'on peut mettre Pellizzari à l'avant en conservant Jane Lay en backup derrière? Est-ce qu'on peut envoyer Bernal à l'avant? Mais est-ce que ça sera une menace de mettre Bernal à l'avant? Ça dépend, faut que l'échappée prenne beaucoup de temps. Pareil pour Mathis Rondel. Bref, il y a plusieurs scénarios qui sont envisageables. Il peut se passer plein de trucs de fou, et il peut aussi rien se passer, très clairement. Mais je pense que toutes les équipes de favoris vont essayer de mettre un garçon dans l'échappée pour pouvoir retomber dessus plus tard. Parce qu'on a cette petite vallée là de transition qui est cruciale, peut-être encore plus que les ascensions d'avant. Parce que des ascensions, tous les leaders seront les uns contre les autres, à armes à peu près égales. En revanche, si dans la vallée, il y a des différences qui sont faites avant et qu'on a personne pour rouler, bah là, on est un peu foutu, hein. Alors qu'un équipier qui se dévoue à fond pendant les 40 bornes après le passo de duo, ça sera crucial. Bref. Sinon, pour ceux qui peuvent gagner l'étape, bah, il y en a pas beaucoup. Il y a Vingegaard, et sinon, il y a une grosse échappée de grimpeurs. Je pense que dans cette échappée, pardon, il pourrait y avoir du Ciccone, bien évidemment, du Rubio, du Mas, du Wout Poels, du Jan Hirt, du Vlasov. Bref, c'est tous les grimpeurs qui sont en forme, qui sont pas classés dans le classement général. Pourquoi pas des gars du top 15, je me dis, voire même des gars du fond du top 10. On verra quels sont les écarts, pardon, après l'étape suisse de Cari. Mais s'il y a un gars qui est un peu loin au classement général, là je pense sur le classement actuel, par exemple, j'en sais rien, mais si on se dit que un gars qui est à peu près 12, 13e, un Bernal, est-ce qu'on le suit s'il va dans l'échappée? Bernal, il est à 7,30 au classement général. Un Chris Harper qui est 13e à 7,58, est-ce qu'on va le chercher? Un Mathis Rondel qui va dans une échappée, est-ce qu'on le prend au sérieux ou pas? C'est le genre de questions que je me pose. Et l'étape de Cari va un peu changer la, comment dire, la répartition du classement généraux, mais je suis pas totalement opposé au fait qu'on est dans l'échappée des mecs du fond du top 15, voire du fond du top 10.
Et je pense surtout que sur cette étape, Afonso Eladio va prendre très cher. Euh, j'ai très peur qu'il lâche avant le sommet du Passo Gio et à partir de là, ça sera fini. Parce qu'il va perdre beaucoup de temps dans les ascensions après. Il devrait y avoir Caruso pas trop loin, mais là, c'est l'étape où on peut perdre complètement pied. Ça peut toucher quelqu'un d'autre, mais je pense que Eulalia, c'est quand même le coureur désigné pour avoir une fringale sur cette étape-ci. Donc on verra comment ça va se goupiller pour lui. Bref, étape 20, étape de Piancanvalo, qui sera la dernière étape décisive de ce Giro, avec un tracé débile. Bon, je force un peu le trait, mais c'est une étape de 200 km où il se passe rien pendant 133 km. Rien, je suis un peu difficile. Il y a un troisième 4, sinon c'est tout plat. Ensuite, on monte le Piancavallo, on passe sur la ligne d'arrivée, on redescend en bas du Piancavallo, on fait 25 bandes de vallée et on reprend le Piancavallo, on va au sommet. C'est un peu dommage d'avoir mis cette étape-là, surtout après l'étape 19. Moi, j'aurais bien aimé avoir l'étape 19 en dernière étape, parce que c'est là qu'on on n'a plus rien à jouer, il n'y a plus d'étape de montagne le lendemain, il faut donner toutes ses forces. Et j'ai peur que sur l'étape 19, je réserve pardon, encore un petit peu en disant, oui, mais au pire, il y a le Piancavallo pour aller chercher d'autres coureurs au classement général, donc on se préserve un petit peu. Et bref. Euh, là, à ce moment-là, quel scénario pour l'étape? Bah déjà, comment est-ce qu'on fait une échappée de grimpeur, sachant que les 130 premiers kilomètres sont plats? Bah, je sais pas. Et donc, on peut avoir une échappée avec gros rouleur, mais pas de grimpeur. Ou alors, il faut réussir à mettre son grimpeur avec un rouleur dans l'échappée de devant. Typiquement, j'en sais rien, on met Milesi avec Rubio. Rubio ne fait rien pendant les 130 premiers kilomètres. Milesi roule comme un forcené. Et ensuite, c'est à Rubio de jouer. Mais ça va être compliqué de constituer une échappée de vrais grimpeurs dans cette étape-là. On a aussi à noter quand même le sprint intermédiaire, qui est plutôt en début de course, au bout de 73 kilomètres, mais qui est au bout d'un mur de 1 km à 8%. Donc, désolé Paul Magnier, encore une fois, tu prends pas de points là-dessus. Et Bernard Marvez va en prendre, possiblement. Donc voilà, c'est compliqué pour le maillot cyclamen. Et puis il y a Pian Cavallo. Qu'est-ce que c'est Pian Cavallo? C'est 14,5 km, près de 8% de moyenne. Sauf que le dernier kilomètre et demi est à 2-3% de moyenne. Et en fait, c'est le plus dur dans le Piancavallo. C'est les 8-9 premiers kilomètres qui sont à plus de 9% de moyenne. C'est très dur. C'est là qu'il faut sortir. Et ensuite, il faut profiter de la fin qui est un peu plus roulante pour faire des écarts et des consolider. Euh, est-ce qu'on va vraiment utiliser le premier Piancavallo pour faire la course? Je sais pas. Ces derniers jours, donc il faudra tenter de tout pour tout. Il faudra tenter d'attaquer très près. Il y a quand même ces 25 km de vallée après la descente qui font très très peur. Donc, bah, encore une fois, il faut mettre un mec dans l'échappée de ton équipe, que le gars réussisse à basculer au sommet du Piancavallo avant toi, et ensuite tu peux le faire rouler dans la vallée, mais bon, c'est compliqué. Et je pense que Félix Gall, encore une fois, dans la difficulté, là, après le premier Piancavallo, la Red Bull Bora, vous roulez à fond dans la descente, vous lâchez Félix Gall, vous tombez sur Vlasov qui était dans l'échappée avec, j'en sais rien, je sais plus qui, un autre, on va dire, n'importe qui est un autre coureur de cette équipe Red Bull Bora et qui est capable de passer les bosses pas trop mal. Voilà, je dis un Ben Ziyech à l'avant, voilà, un Nico Dens dans l'échappée, et ensuite on roule à fond dans toute cette partie de vallée pour lâcher Félix Gall irrémédiablement. Il y a peut-être moyen, mais sinon j'ai peur que ces 25 km de vallée sont un peu rédhibitoires. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer, mais là il y a peut-être moyen de gérer un truc pour les Red Bull Bora. Bref, et aussi est-ce que Vingegaard voudra cette étape-ci? Ça reste encore une fois une question en suspens. Je pense pas. Moi, je mise plutôt sur la première étape. Je pense que l'étape 16, il y a moyen que la Visma mette la main dessus. L'étape 20, peut-être pas. Et ensuite, on arrive à l'étape 21, le sprint à Rome, classique de chez classique, rien à dire. Bon, bah là, c'est un sprint, bien évidemment, avec un sprint massif et sprint intermédiaire au milieu pour les meilleurs sprinteurs. Et donc, ça va être très cool. Il y a 22 km avant le premier sprint intermédiaire. Donc, Paul Magnet va prendre tous les points sprint intermédiaire. Et ensuite, il faudra faire le sprint à Rome. Bon, l'étape 21, elle est un peu particulière parce que elle est aussi là un petit peu pour parader, on va pas se mentir. Est-ce qu'on va vraiment faire la course sur cette étape-là? Bah, ça dépend. Déjà, ça dépend si il y a encore de l'enjeu classement cyclamen, parce que là, il faudra qu'il se passe des trucs. Il faudra que
gagner puis aller chercher les points en sprint intermédiaire. Et ensuite, est-ce qu'on fait vraiment un sprint? Bah, normalement oui, mais vu ce qu'on a vu à Milan, est-ce qu'on va vraiment réussir à le faire ce sprint? Bah, c'est pas donné. Surtout que c'est après une semaine complètement dure. On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore plus d'équipes de sprinteurs qui aient perdu leur leader, qui veuillent plus rouler pour aller chercher un sprint à Rome. Est-ce que Groenewegen sera encore là? Est-ce que Milan sera encore là? Ce sprint à Rome, rien n'est moins sûr. Donc, pas certain qu'il y ait beaucoup d'équipes de sprinteurs qui soient capables de rouler. Dans quel état seront les équipiers de ces équipes de sprinteurs? Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher une échappée très costaud, genre au hasard, un Frédéric Vernes qui décide de refaire le coup, qui est abrité par les motos? Non, je rigole. Mais bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va vraiment faire une étape en mode Milan, alors que c'est la dernière étape et que c'est un jour de gala? Je sais pas trop. Donc on verra. Normalement, sprint massif, peut-être encore un peu d'enjeu pour le classement cyclamen, mais franchement, c'est ouvert. Donc voilà pour les dernières étapes de ce Giro d'Italia, qui quand même s'annonce intéressant sur le papier. Attention, peut-être que l'étape la plus intéressante de ce Giro, c'est pas l'étape des Dolomites, c'est pas l'étape de Chian Cavallo, c'est peut-être l'étape de transition, l'étape 17 ou 18, j'en sais rien. Celle à Andalo, celle à Pieve di Soligo. Bref, il peut se passer plein de choses. Et franchement, c'est une dernière semaine que j'ai hâte de voir. Donc je le dis mardi, montagne, arrivé au sommet. Mercredi, jeudi, étape de transition, mais ça peut être très animé. Vendredi, étape complètement folle dans les Dolomites. Euh, Samedi, étape de Pian-Cavallo. Et dimanche, sprint à Rome. Voilà. Sinon, petite prédiction quand même pour ce classement général, puisqu'il faut le faire. Vingegaard premier, voilà. C'est totalement fou. Je vois quand même bien Bernal, Félix Gall, pardon, aller chercher la deuxième place du classement général. J'ai, je trouve que c'est le meilleur en montagne. Enfin, je trouve que c'est effectivement sur les trois étapes de montagne, c'était lui le meilleur. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est la force de son équipe, que j'attendais pas forcément. Callum Scotson, il se révèle souvent sur les grands tours en tant qu'équipier, mais là, Mühlberger, il est d'une force exceptionnelle. Et on mange bien chez Decathlon. On a trouvé la bonne soupe avec depuis qu'on a de l'argent. Et même si on l'attaque en descente fiscale, je pense qu'il y aura quand même un beau collectif autour de lui pour aller le ramener. Donc je pense qu'il sera difficile à aller déloger. Troisième, franchement, mon favori pour le podium, troisième place, c'est JND. Parce que ça pourrait être aussi Pellizzari, mais Pellizzari, déjà, normalement, il est censé avoir la malédiction du Tour des Alpes. Cette malédiction s'est traduite par une maladie, mais ça l'a pas terrassé, il est toujours dans la course. Non, mais plus sérieusement, Jane Lay, c'est quand même un coureur d'expérience très solide sur les troisième semaines de Grand Tour. Et je pense qu'il sera plutôt favori pour chercher la troisième place. Et je pense qu'Arensman aura peut-être la place de la médaille en chocolat quatrième. Ce serait vraiment dommage. Même s'il sera aidé par Bernal. En plus, Bernal, je sais pas si vous avez lu, il a le boost moustache. Il fait pousser la moustache qui lui donne de la force, donc il a le boost moustache. Peut-être pour ça qu'il est en train de revenir fort sur cette fin de deuxième semaine. Donc attention à Bernal, au Bernalitor 8.0 avec cette moustache, qui va peut-être aller chercher des bons résultats, qui peut aider Arensman. Mais franchement, je pense que ce sera difficile pour Ineos, d'être compagnie, d'aller chercher un peu de. Et sinon, côté français, franchement, Rondel dans le top 10. Euh, Ça peut se faire. Ça dépendra de la stratégie de la Tudor. Ça dépendra de Mathis Rondel aussi. Ça va très clairement se jouer avec Afonso et Oulalio. On verra dans quelle mesure le Portugais est capable de tenir. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était un peu long. C'était le dernier du Giro. Je vous dis à bientôt pour un prochain. Salut!